Le Salon du véhicule électrique des Jardins de l'Outaouais du 31 mars au 2 avril au centre Branche-Aubrière. Un salon d'information avec 15 conférences sur place. Véhicules électriques, essais gratuits, pistes d'essais de vélo et trottinettes. Détails, salonélectriquedeloutaouais.com. Une production des studios Bars. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Venez assister aux captations live de Silence on roule au Salon du véhicule électrique de Montréal. La production du F-150 a repris et Volkswagen installe à Saint-Thomas en Ontario une usine de batterie. Mieux planifier le positionnement des bornes de recharge, surtout au travail, pourrait limiter le nombre de centrales électriques à construire. Chronique roulé vert, Stéphane Levert nous parle de la Genesis G80 électrifiée et de l'autre côté de l'Atlantique, Cédric nous parle de la volte-face que fait l'Union européenne. Et en grande entrevue, des propriétaires de la GV60 de Genesis nous parlent de cette magnifique voiture. J'ai pu faire une 25 minutes quasiment sans toucher le volant. Donc lui, peut-être que 5, 6, 7 minutes, là, ça m'arrive là, encore aujourd'hui. Tout ça et plus encore dans l'épisode 146 de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le podcast dédié 100% aux voitures électriques. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des voitures électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, comme toujours, que vous avez passé un magnifique 2 semaines. Le printemps est à nos portes. En tout cas, au calendrier, on est rendu au printemps. Des fois, entre le calendrier et la réalité au Québec, surtout, on a des écarts un peu, mais mettons qu'on est sur la bonne voie. Et c'est une bonne chose. Avec le printemps, arrive un paquet de trucs, dont évidemment certains salons. Hein? Salon de l'Outaouais, là, on est rendu là en fin de semaine. Ensuite, il y a le Salon du véhicule électrique de Montréal qui s'en vient également. Donc, ceux qui commencent à regarder pour des voitures électriques, qui veulent voir les nouveaux modèles, c'est le bon moment d'y aller. Et puis, parlant du Salon du véhicule électrique de Montréal, simplement vous dire que on vous l'annonçait un peu là, dans les dernières semaines, mais on va avoir quelque chose de bien spécial. Donc, c'est, je vous rappelle, les 21, 22, 23 avril prochains au Stade olympique. Et puis, Silence on roule va être présent les 3 jours et on va faire des captations d'entrevues live devant public. Alors, vous allez pouvoir venir nous rencontrer. Je vous donne ça en vrac le vendredi, le 21 avril. Ça va être de 18h à 19h. Je vais être en compagnie de Sébastien Côté et Laurent Gigon, 2 chroniqueurs. Et puis, on va rencontrer là, des gens de l'industrie. Ça reste encore à confirmer les plages horaires, mais ça va être des gens, là, des exposants là-bas, que ce soit des manufacturiers de voitures, de bornes, etc. Donc, 21 avril, vendredi 21 avril de 18h à 19h. Également samedi le 22 avril, ça va être de 13h à 14h. On va être avec Fred Saint-Laurent et Stéphane Levert. Et dimanche le 23 avril de 11h à midi, je vais être en compagnie de Philippe Corbeil. Donc vous voyez, 5 chroniqueurs de Silence on roule qui vont être là, que vous allez pouvoir rencontrer. Je vais être là également. Ça va se passer là où ont lieu les conférences. Donc, suivez les indications pour les conférences. Et à ces heures-là, ben, le titre de la conférence, ça va s'appeler Captation ou enregistrement de Silence on roule. Et puis, ben, nous, on va t'installer là avec nos micros, puis les invités, puis les gens, évidemment, peuvent s'asseoir. Il va y avoir des haut-parleurs, là, comme si c'était une conférence. Vous allez être capable d'entendre des entrevues. Donc, c'est l'enregistrement, dans le fond, des entrevues se fait live devant le public. Donc, c'est une occasion unique à la fois d'écouter des entrevues, assister à une captation live, mais également de venir rencontrer là, les collaborateurs et les participants de Silence on roule, évidemment, après l'enregistrement, pas pendant. On ne pourra pas faire 2 choses en même temps. Mais avant ou après la captation, là, il va nous faire plaisir de jaser avec vous si vous voulez nous parler, nous poser des questions, etc. Donc, du 21 au 23 avril, au Salon du véhicule électrique de Montréal, au Stade olympique, ne manquez pas ça. Ça va être un moment tout à fait exceptionnel pour Silence on roule. Aujourd'hui, un épisode, ma foi, plein de sujets les plus intéressants les uns que les autres, dis-je. Donc, on a Cédric Ingrand de l'autre côté de l'Atlantique qui va nous expliquer un peu ce qui se passe dans les vieux pays, comme on dit ici. Et évidemment, on va avoir Stéphane Levert qui va nous parler, qui va être dans le thème d'aujourd'hui où on parle des voitures Genesis. Donc, il va nous parler lui aussi d'une voiture Genesis.
Et en grande entrevue, on a 2 propriétaires de GV60, donc une magnifique voiture électrique dont on entend trop peu parler, mais on va en entendre, là, on va avoir des détails avec nos invités dans quelques instants. Mais pour l'instant, avant d'aller plus loin, je vous propose d'aller tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore, venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. Selon le département américain de l'énergie, le DOE, 7 États et le district de Columbia ont dominé le pays en matière d'immatriculation de véhicules rechargeables en 2022 avec plus de 10 véhicules électriques pour 1000 habitants. Incluant le district de Columbia, les 7 États avec le plus d'immatriculation de voitures rechargeables étaient la Californie, Hawaï, l'État de Washington, l'Oregon, le Vermont, le Colorado et le Nevada. Cette évaluation est basée sur une combinaison de données et le recensement et des données d'enregistrement qui incluent les hybrides rechargeables et les véhicules tout électriques. La Californie avait la concentration la plus élevée avec 27,5 inscriptions par 1000 personnes, suivi d'Hawaï avec 15,4 inscriptions par 1000 personnes. Plus de la moitié des États avaient plus de 5 immatriculations d'hybrides rechargeables et de véhicules tout électriques par 1000 personnes et aucun n'en avait moins d'une voiture par 1000 personnes, selon le DOE. Le statut de la Californie reste inchangé par rapport à ce qui se passait en 2021, alors que le DOE avait annoncé qu'elle demeurait toujours l'État représentant le plus d'immatriculations de véhicules électriques. Après plusieurs semaines d'arrêt, le centre de véhicules électriques de La Rouge a repris la production du pick-up F-150 Lightning de Ford, le tout électrique. La nouvelle a été officiellement annoncée par le PDG de la société Jim Farley qui a déclaré « La production du F-150 a repris au centre des véhicules électriques de La Rouge, fier de l'engagement de l'équipe à placer la qualité et la sécurité au-dessus de tout. » La production du F-150 Lightning avait été temporairement arrêtée à la mi-février par mesure de sécurité en raison d'un problème potentiel de la batterie. Volkswagen a officiellement choisi lundi la ville de Saint-Thomas, en Ontario, comme emplacement pour sa première usine nord-américaine de cellules de batterie de véhicules électriques, après avoir révélé que son VUS électrique et sa camionnette Scout électrique seront produits en Caroline du Sud. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de stratégie nord-américaine du groupe Volkswagen en matière de véhicules électriques. Faisant suite à l'adoption de la loi sur la réduction de l'inflation aux États-Unis en août dernier, Volkswagen était parmi plusieurs constructeurs automobiles mondiaux qui souhaitaient construire et assembler des véhicules électriques aux États-Unis pour profiter des nouveaux crédits d'impôt. Les ventes européennes de véhicules électriques ont augmenté de 34% au cours des 3 derniers mois de 2022 et ont été menées par Tesla, alors que l'usine de Berlin atteint une production de 3000 unités par semaine. La vente des constructeurs américains ont été dominées par la Model Y, le véhicule électrique le plus vendu du continent européen pour 2022. Ça a été suivi par la Model 3 selon les données recueillies par le Counterpoint Research et en 3e position, la Ford Kuga hybride branchable. Mieux planifier l'emplacement des bornes de recharge pour véhicules électriques, en particulier en mettant l'accent sur la recharge au travail, pourrait réduire la création de plusieurs centrales électriques, selon une nouvelle étude du MIT. Publiée dans la revue Cell Reports Physical Science, l'étude utilise des données de la ville de New York et de Dallas pour contredire l'opinion selon laquelle l'afflux de voitures électriques créerait une demande d'électricité nettement plus élevée et nécessiterait davantage de centrales électriques. Les chercheurs soutiennent qu'une planification plus intelligente réduirait à la fois le besoin de nouvelles
centrale électrique, ils pourraient utiliser la capacité solaire excédentaire. Au lieu d'estimer que la plupart des conducteurs de véhicules électriques devraient charger leur voiture à la maison en début de soirée, à leur retour du travail, les chercheurs croient qu'une recharge supplémentaire sur les lieux de travail permettrait de tirer à partie de l'abondance de la capacité de production solaire à la mi-journée au lieu de puiser dans le réseau d'énergie en début de soirée alors que la demande est plus élevée. Audi a récemment tenu sa conférence de presse annuelle où, parmi une litanie d'informations financières sur l'entreprise, quelques indices sur son avenir ont été révélés. Ce n'est pas un secret que Audi fait de grands progrès dans le domaine des véhicules électriques, mais le PDG, Markus Duesmann, a déclaré que la marque allemande était sur le point de mettre sur pied le plus gros lancement de produits de sa longue histoire. C'est une déclaration audacieuse, mais Duesmann l'a soutenu en stipulant qu'Audi lancerait environ 20 nouveaux modèles d'ici 2025. Un rapide coup d'œil à notre calendrier nous rappelle que 2025 est dans moins de 2 ans, alors oui, c'est tout un projet. De plus, Duesmann a également déclaré que plus de la moitié seraient des véhicules électriques. Les réseaux publics de recharge de véhicules électriques du Canada ont franchi la barre des 20 000 bornes de recharge, l'un des faits saillants du dernier des comptes annuels d'Electric Autonomy Canada, des installations publiques de recharge par réseau au Canada. L'empreinte collective des réseaux de recharge des véhicules électriques au Canada a augmenté de près du tiers depuis le début de 2022. C'est ce qui ressort des données nationales recueillies par Electric Autonomy pour son décompte annuel des installations publiques. En date du 1er mars 2023, des données de Ressources naturelles Canada démontrent entre autres que, pour la période de croissance au Canada, les constructeurs de véhicules électriques ont maintenu accès à 20 478 ports de recharge dans 8 732 stations de recharge à travers le pays. Cette croissance représente une augmentation de 30% depuis le 31 décembre 2021. Au total, 16 579 bornes sont des bornes niveau 2, tandis que 3 899 bornes sont des bornes rapides à courant continu. À la fin 2021, en comparaison, il y avait 12 585 bornes de recharge niveau 2 et 3 138 bornes rapides. Les totaux actuels se traduisent par une augmentation de 32% des bornes niveau 2 et de 25% des bornes de recharge rapide en 14 mois. Le VUS compact Kona de Hyundai évolue, entrant dans sa deuxième génération avec une nouvelle esthétique pointue et des options de groupe motopropulseur, essence, hybride et tout électrique. Le Kona, actuellement l'un des véhicules électriques les plus abordables sur la route, devient plus gros, plus audacieux et plus intelligent suite au lancement du modèle de deuxième génération cette semaine. Affichant une refonte intéressante qui mélange des éléments de la génération précédente avec le style géométrique fou des véhicules électriques dédiés de type Ioniq 5 et 6, la nouvelle Kona électrique promet plus d'autonomie et d'efficacité malgré sa plus grosse empreinte. Le Kona deuxième génération est construite sur une version agrandie et allongée de la plateforme du segment B du constructeur automobile, la même que la génération précédente, plutôt que sur la plateforme des véhicules électriques EGMP de Hyundai qui permet entre autres la recharge à 800 volts. Cela permet aux constructeurs coréens de proposer une variante essence et hybride et retardant la transition complète du Kona vers l'électrique pendant au moins une génération supplémentaire. Le nouveau Kona EV est 5,5 pouces plus longue que la génération précédente avec une empreinte allongée de 2,3 pouces. À l'intérieur, le Kona dispose d'un espace supplémentaire de 3 pouces pour les jambes dans la deuxième rangée. Grâce à cet empattement plus long, il dispose également d'un plancher plat pour un confort accru au milieu du siège. La poussée de croissance fait que le Kona électrique est l'un des plus petits modèles de sa catégorie à une échelle plus compétitive avec une longueur totale de 169,5 pouces et un empattement de 105,3 pouces, un peu comme la Chevrolet Bolt EUV. La chronique Rouler vert est une présentation de Bourgeois Chevrolet, là où le service à la clientèle et les voitures électriques sont prises au sérieux. bourgeoischevrolet.com ou le 450-834-2585. Rouler vert avec Stéphane Levert. Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Le printemps s'en vient à grands pas. Le Salon du véhicule électrique de Montréal est à nos portes aussi. Ça va être l'occasion peut-être de vous croiser, qui sait, à cet événement-là. Ça serait vraiment le fun. Donc pour ma chronique d'aujourd'hui, j'en ai parlé avec Martin, donc sachant qu'il allait s'entretenir avec des propriétaires
du Genesis GV60. On a décidé de vous offrir un 2 pour 1 aujourd'hui pour Genesis, c'est-à-dire que moi, je vais vous partager les impressions de conduite que j'ai eues lorsque j'ai mis à l'essai la Genesis G80 électrifiée. Alors, je spécifie électrifié parce que, tout comme d'autres produits dans la grande famille de Hyundai, par exemple le Hyundai Kona, le Hyundai Ioniq de précédente génération, le Kia Soul et le Kia Niro, Genesis avec la G80 a 2 versions, donc une qui est traditionnelle avec un moteur à essence et la électrifiée qui offre la motorisation électrique, évidemment. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la G80, c'est une grande berline de luxe dans la gamme de Genesis. Et la version électrifiée, c'est seulement la même voiture, sauf avec de la motorisation électrique. Donc, c'est la même plateforme qui sont venus intégrer la motorisation, les batteries électriques à l'intérieur de la même plateforme. C'est un segment, la grande berline de luxe, qui n'est pas très populaire ici au Canada et au Québec précisément. Mais sachez que la marque Genesis et la G80 en particulier, ça bat des records de vente dans les dernières années en Corée du Sud. Donc, c'est pour ça que pour Genesis, c'est un modèle qui est très important à l'intérieur de sa gamme. Donc, il l'offre ici au Canada et au Québec dans sa version électrifiée. Je trouve ça quand même intéressant de leur part. Donc, en ce qui nous concerne ici au Canada, une seule version est au catalogue donc disponible pour pouvoir commander. C'est la version Prestige à 4 roues motrices. Cette version-là se détaille 105 000 $ PDSF. Donc, bonne nouvelle pour ceux qui sont allergiques aux frais qui sont ajoutés après le coût de base. Chez Genesis, il n'y a pas de coût de transport et préparation, sont en fait inclus dans le PDSF qui nous présente de base. Ce que je trouve intéressant aussi chez Genesis, c'est qu'il y a plusieurs combinaisons de couleurs extérieures qui sont offertes et intérieures, dont par exemple une couleur extérieure, en plus des gris, noirs, blancs traditionnels que tout le monde offre, il y a même 2 teintes de bleu qui sont extrêmement intéressantes, qui sortent de l'ordinaire. Donc ça, je trouve ça intéressant qu'ils arrivent avec des choix qui sortent un petit peu des choix traditionnels offerts un petit peu partout dans l'industrie automobile. En ce qui a trait à la motorisation et la capacité de batterie, donc Genesis arrive avec la G80 électrifiée avec une taille de batterie, une capacité de batterie de 87,2 kWh. On parle de la même architecture 800 volts qu'on retrouve dans le reste de la famille des nouveaux produits dans la grande famille Hyundai, même si ce n'est pas officiellement un véhicule basé sur la plateforme EGMP qui est mis de l'avant dans le reste de la famille. Ça contient, c'est couplé à 2 moteurs de 136 kW chacun, un à l'avant et un à l'arrière, qui donnent aucune prétention de performance, quelle qu'elle soit, là, si on voulait la mettre, par exemple, en compétition avec une Tesla Model S, qui est un peu la référence dans les grandes berlines électriques. C'est aucunement les intentions qui sont visées par Genesis. On mise beaucoup plus sur l'aspect confort et est une voiture plus spacieuse. Ce qui nous offre une autonomie mesurée selon l'EPA de 451 km. Dans ma période d'essai, malheureusement, si vous vous rappelez bien, en février, il y a eu une semaine qu'il a fait extrêmement froid au Québec, là, des moins 30, moins 40 à certains endroits. Donc, c'est précisément dans cette semaine-là que j'ai eu à l'essai la G80. Donc, pour ce qui est des validations d'autonomie, c'était pas extrêmement valable, mais bonne nouvelle, la G80 s'en est, somme toute, très bien comportée, s'en est bien sortie dans ces conditions de froid extrême, on peut dire. Donc, en termes de chauffage, ça s'est quand même bien sorti d'affaires. Donc, pour ceux qui sont familiers avec les produits de la grande famille Hyundai, donc chez Hyundai, Kia et Genesis, depuis l'an dernier, il s'est offert la fonctionnalité qui s'appelle V2L, donc qui permet d'alimenter des appareils électriques, soit par une prise à l'intérieur de l'habitacle ou par un adaptateur qu'on branche dans le port de recharge du véhicule qui permet d'alimenter des appareils à l'extérieur du véhicule. Donc, c'est aussi à faire sur la G80 électrifiée. En termes d'intérieur, c'est très luxueux. Les matériaux, c'est de la qualité. On se sent dans une voiture de luxe lorsqu'on se met à bord de l'habitacle. C'est très spacieux, les places assises, c'est très confortable, j'ai trouvé. Donc, dans ce qui a trait
au sentiment de confort et de luxe à l'intérieur de la G80 électrifiée. C'est vraiment réussi de la part de Genesis. Le reste de l'intérieur, au niveau du poste de conduite, ça se trouve à être une instrumentation derrière le volant, un affichage tête-haute et un très grand écran fait sur la largeur de 14,5 pouces. Ça fait extrêmement bien le boulot, je trouve. C'est très ce qu'on appelle responsive, là, dans le sens que ça répond très vite au glissement des doigts, des commandes, les boutons qu'on presse. Même si, à mon goût, il y aurait peut-être un petit peu trop de sous-menus. J'aimerais ça peut-être que ça soit un petit peu plus ergonomique, que les fonctions principales soient plus facilement accessibles. Mais ça, c'est vraiment mon opinion personnelle. Et je ne peux pas conclure sur le système multimédia sans, encore une fois, souligner la fâcheuse habitude des produits coréens d'arriver avec un chargeur par induction pour charger le téléphone, mais sans la capacité de Android Auto ou de Apple CarPlay sans fil, qui est selon moi en 2023, avec les capacités technologiques que les constructeurs ont, d'arriver sans cette fonctionnalité-là, je trouve ça encore une fois décevant. Et dernier petit point là, que j'ai noté lors de ma semaine d'essai là, qui m'a un petit peu déçu, c'est le fait que, vu que ce n'est pas une plateforme nativement prévue pour être électrifiée, donc qui n'a pas nécessairement d'espace prévu pour contenir les batteries, les moteurs électriques à l'arrière, par exemple, il y a un sacrifice au niveau de l'espace disponible dans le coffre en arrière. Il y a environ 70 litres de l'espace qui a été sacrifié pour les composantes électriques, donc ça fait vraiment une espèce de bosse qui est vraiment dans la section à côté sur la banquette arrière, qui fait que le plancher est vraiment pénalisé pour l'espace cargo dans le coffre en arrière. En conclusion, moi, pour tous ceux qui seraient à la recherche d'une grande berline de luxe de ce segment-là, j'aurais aucune hésitation à conseiller à une personne d'aller faire l'essai d'une G80 électrifiée chez Genesis. Je salue l'effort d'amener ce véhicule-là, même si ce n'est pas ce qui se vend le plus dans notre marché. Moi, j'espère que ça va justement paver la voie à d'autres constructeurs d'amener ce genre de véhicules-là, parce que moi, c'est un segment que j'aime beaucoup, personnellement, beaucoup plus que des VUS. Je trouve que les berlines, c'est ce qui met de l'avant justement l'efficacité énergétique dans un véhicule électrique. On fait beaucoup plus de distance avec la même énergie. Bref, moi, c'est ce qui me parle personnellement. Donc, sur ce, j'espère que ça vous a plu. D'ici ma prochaine chronique, c'était Stéphane Levert qui vous souhaite bonne route. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Vous voulez une solution rapide et sans embûches? Il n'y a qu'une solution, Hydro Solutions. Depuis plus de 60 ans, Hydro Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez une soumission gratuite et sans engagement de votre part au www.hydrosolutions.com. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche afin qu'ils prennent tout en charge. L'analyse de votre situation, l'installation d'une borne de qualité par un installateur certifié et même, au besoin, le financement sur 24 ou 48 mois. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Il y a certains modèles de voitures qu'on commence à entendre parler un petit peu plus, mais qui ont peut-être eu un peu moins d'exposure, de visibilité, mais qui demeurent, ma foi, fort intéressants. Et c'est le cas de la Genesis GV60. Aujourd'hui, pour en parler, j'ai avec moi deux propriétaires de cette magnifique voiture, Patrick Bénard et Francis Adam. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. On va commencer par vous présenter un peu. Si je commence avec toi, Patrick, donc, est-ce que c'est ta première voiture électrique? T'en as eu d'autres avant? Effectivement, première voiture électrique. Je suis dans des VUS depuis plus de 20 ans. Okay. Donc, la première fois que j'expérimente la voiture, j'en ai essayé beaucoup là, pour les essayer, mais comme propriétaire, première fois. OK. Puis
ton premier, c'est la GV60, tu pars en grand. Tu pars en grand. Tu pars en grand. C'est cool. Puis toi, de ton côté, Francis? Moi, de mon côté, c'est le 3e véhicule électrique dont je suis propriétaire, mais étant directeur général d'un concessionnaire automobile, j'ai eu des véhicules électriques comme démonstrateur auparavant, dans le temps où c'était moins populaire et que les véhicules étaient disponibles, ce qui est plus le cas aujourd'hui. La belle époque. Exactement. En fait, c'est ce qui a déclenché mon premier achat de véhicule électrique, c'est qu'on ne pouvait plus m'en fournir un parce que la demande était trop forte. Puis ça n'avait pas de sens, dans le fond, pour moi de garder un véhicule de démonstration quand la demande était excessivement forte. Donc, c'est ce qui a déclenché mon premier achat. Et puis là, je suis rendu avec la Genesis GV60. J'ai au-dessus de 120 000 km parcourus en véhicule électrique. Donc, je commence à avoir un peu pas avec la GV60? Non, en véhicule électrique. Là, tu m'as fait peur. Non, en véhicule électrique, tout simplement. Je suis rendu, c'est ça, à 17 000 avec la Genesis depuis le mois d'octobre. OK. Puis toi, ta voiture, Patrick, tu l'as depuis? 1er septembre, je suis rendu à 8500 kilos. OK. Donc, vous êtes tous là, dans les 4 mois ou à peu près, là, c'est ça? À peu près 3-4 mois que vous avez la voiture. Donc, vous l'avez eu en hiver, puis c'était intéressant parce que souvent, on a des gens qui nous parlent de la voiture, puis ils viennent de l'avoir au mois de mars, avril, puis on est au mois d'août quand on fait l'entrevue. Ils l'ont eu juste l'été. Mais on sait qu'ici au Québec, les gens se posent souvent des questions sur les performances de la voiture en hiver, donc on pourrait y revenir, mais c'est intéressant que vous allez pouvoir nous en parler un peu, surtout que ce soir, au moment où on enregistre, il commence à neiger pas mal. Là, hein? C'est une petite tempête qui nous est annoncée pour cette nuit, donc c'est des belles conditions hivernales. On va commencer par parler du look de la voiture. Donc, évidemment, les gens, souvent, ce qu'ils en connaissent, c'est que ça, ils l'ont vu par le look. C'est une sacrée belle voiture. Là. Donc, le punch de cette auto-là, parlez-moi-en donc. Vous avez magasiné un peu. Là, je pense à toi, Patrick, tu dis que tu en as regardé d'autres. J'ose espérer que tu l'aimes visuellement. Qu'est-ce qui t'a accroché dans cette voiture-là? Exact. Tous les goûts sont dans la nature, mais effectivement, les courbes de la voiture, ils n'ont pas été dans la tendance avec des lignes anguleuses qu'on retrouve souvent dans d'autres manufacturiers, dont aussi la Ioniq 5, là, qui ont mis des lignes un peu partout, un peu plus d'angle. Donc, c'est un véhicule un peu plus arrondi. Écoute, faut aimer. Il y en a qui aiment pas. Moi, j'adore le côté, le look des lumières de Genesis qui ont reproduit depuis maintenant, sa 2e année là, qui font ces lumières-là. Je trouve que c'est un mariage parfait, là, autant en avant qu'en arrière. Encore là, la grille de pare-choc avant, il y en a qui vont dire ça sert à rien un véhicule électrique. Je trouve que ça dénature un peu le véhicule quand il n'y a plus de grille du tout. Donc, ce côté-là aussi m'intéressait beaucoup. Non, c'est ça. C'est très belle forme. Toi, Francis? Je suis tout à fait d'accord avec ce que Patrick dit. Évidemment, de mon côté, moi, c'était surtout le design quand je le regardais de côté, dans le fond. Là. Fait que l'espèce de silhouette qui dégage, moi, ça m'a vraiment attiré. Son profil. Puis, puisque on avait déjà une Ioniq 5, mais je voulais faire différent aussi, mais c'est une plateforme que j'affectionne particulièrement, puis c'est une des plus avancées sur le marché actuellement. Là, tu parles de la plateforme EGMP qui est utilisée autant dans... Exactement, de Hyundai Kia. Donc, ça partageait la plateforme, puis c'est un style aussi qui est un petit peu différent de la Ioniq 5 puis qui me rejoint plus moi en tant que fan de voiture, donc plus design, moins d'angle, plus arrondi comme Patrick l'a mentionné, et puis le côté un petit peu coupé de l'arrière là, c'est fastback comme on dit là, donc la façon dont la valise est faite à l'arrière, c'est aussi quelque chose qui m'a attiré sur le véhicule. Les jantes sont magnifiques là-dessus, vraiment belles. Puis on va se le dire, là, d'entrée de jeu, les gens qui connaissent pas du tout cette voiture-là, c'est une belle bagnole. Là. C'est une bagnole plus luxueuse là, que, on parlait tantôt de la Ioniq 5 qui est construite sur la même plateforme. Ça reste que c'est une version beaucoup plus luxueuse. Donc, c'est normal qu'au niveau du look, de la finition, justement, ça soit une coche supérieure. Si on parle justement, c'est ça, de la qualité de finition. Hein. Souvent, quand on s'assoit dans une nouvelle voiture, c'est une des premières affaires qu'on fait, même quand on connaît pas beaucoup les voitures, on regarde un peu les boutons, les pattes, on regarde si ça a l'air bien fait, ça va-tu nous casser dans les mains? On le voit tout de suite quand c'est quelque chose de cheap, vite fait, là, petite voiture avec du plastique, elle cheapo, puis quand c'est quelque chose avec une belle finition. La finition de la GV60, si vous aviez à me la décrire? De mon côté, je dois dire que c'est pas mal irréprochable. La façon dont le cuir est fait, c'est magnifique. La façon dont le tableau de bord est fait, bon, c'est sûr, ça partage des éléments avec la plateforme, mais il se différencie pas des autres modèles à ce niveau-là, mais il est très bien fait. Puis ensuite, la console centrale, évidemment,
le levier de vitesse. Là, la boule. La fameuse boule de cristal. La sphère, oui, ça, c'est la chose sur laquelle je me fais tout le temps poser des questions. Les gens regardent dans la fenêtre et c'est quoi ça? T'as-tu une boule de cristal? Fait que ça... Faut dire à nos auditeurs, mon cher Francis, que pour ceux qui ne le savent pas, là, et puis il y a plein des gens qui ne le savent pas, c'est que dans la GV60, justement, il y a comme une sphère, comme une boule là, qui ressemble, mon Dieu, je sais pas comment décrire ça, mais j'aurais quasiment envie de dire comme un peu le pavillon qu'il y a à Terre des Hommes, le pavillon des États-Unis, une espèce de boule. Puis ça a l'air d'éclairer, cette affaire-là, ça éclaire. Oui, tout à fait. Et ça sert de levier de vitesse, avec ça qu'on va se mettre sur le drive. Le exactement. Mais c'est très... comment dire, c'est très distinctif. Si vous, quand vous allez en voir une, là, regardez, faites une recherche sur Internet pour trouver des photos de l'intérieur de la GV60. Là, vous allez tout de suite comprendre de quoi on parle. Tu peux pas regarder l'intérieur de cette auto-là puis pas remarquer ça. Je pense que c'est d'ailleurs une emphase que Genesis a mis beaucoup dans la publicité du véhicule quand ils l'ont sorti. Toutes les publicités pointaient vers ça. Et la réaction des gens, règle générale, c'est à quoi ça sert. T'sais. Mais mis à part de montrer le secteur de vitesse, ben, je leur dis ça sert à rien. Puis ils partent à rire, ça sert à faire jaser. Ouais, mais en réalité, ça sert à afficher, pas afficher, mais à démontrer que le véhicule est en marche de façon concrète. Souvent, les véhicules électriques, les gens se demandent il est-tu en marche, mon véhicule, puis ils ne savent pas trop. Ça, ben, quand la sphère est tournée vers le secteur de vitesse, on sait que le véhicule est à on, il est en marche, prêt à rouler. Quand on l'éteint, la boule tourne automatiquement, et là, ça confirme que le véhicule est vraiment à off. OK. Ça sert à ça principalement. L'intérieur, en général, si on parle de l'intérieur du véhicule, donc tableau de bord qui ressemble, si vous avez déjà vu l'intérieur d'une Ioniq 5, le fameux tableau de bord fait sur le long, c'est le même tableau de bord. Est-ce qu'il y a des distinctions? Puis je pense à toi, Francis, qui a à la fois une Ioniq 5 puis une GV60. C'est quoi les différences? C'est différent, en fait. En fait, l'écran principal, là, on sélectionne le GPS puis toutes ces choses-là. C'est très similaire. Le système d'exploitation est le même. Le GPS est le même, tout ça. Par contre, le tableau de bord qui est devant nous est différent. Il est propre au Genesis, comme il est propre à la Ioniq 5. Et la sélection d'affichage, le design graphique à l'intérieur, tout ça, c'est complètement différent. C'est un look qui est, encore une fois, ça rejoint le design du véhicule. Un petit peu plus design. On voit des montagnes au loin, on voit la route. Alors que celui du Ioniq 5 est plus abstrait, en fait. Il y a moins d'éléments concrets dessus, puis il est plus basé sur justement les angles angulaires, puis des sortes de cadrans un petit peu plus futuristes. Fait que c'est deux styles qui sont très différents, mais évidemment, le look lorsque le véhicule n'est pas en marche est vraiment identique, là. Une question presque inutile à poser, mais je la pose pareil. Côté confort, donc quand on est assis dans le véhicule, l'espace, le confort de conduite, à quoi ça peut se comparer? Moi, je pars d'un Palissade Ultimate qui était extrêmement confortable et encore une fois, je retrouve le même confort, sinon plus. Je peux faire... j'étais à New York avec, là, puis j'ai arrêté 2 fois le temps d'une recharge de 15 minutes. Puis, tu ne travailles pas courbaturé, rien. En plus, tu as le massage qui part après 1 heure aussi dans le siège du conducteur. Mais en réalité, très, très, très confortable. Puis les passagers, encore aujourd'hui, j'embarquais quelqu'un aller-retour Trois-Rivières de Montréal. Puis le passager arrière m'a dit, mon Dieu, qu'on est confortable là-dessus, ça n'a pas de bon sens. T'sais. Fait que, c'est impeccable. Impeccable. On a parlé tantôt du tableau de bord, de ce qu'on voit dans le tableau de bord. Ça m'amène à une question en lien avec les systèmes d'assistance à la conduite. Donc, on a parlé longtemps du cruise control. Maintenant, presque tous les nouveaux modèles de véhicules qui arrivent avec un certain niveau d'assistance, que ce soit du maintien de ligne ou plus. Dans le cas de Tesla, on connaît leurs différents systèmes. Genesis a quand même son propre système. Est-ce que j'imagine, oui, avec les versions que vous avez, toi, tu as la version la performance, donc tu as le système, est-ce que tu as le système le plus évolué d'assistance à la conduite? Oui. Il y a une seule chose qu'on peut ajouter ici en Amérique du Nord qu'on n'a pas eu. La raison m'échappe, là, mais cela dit, le performance et le Advance ont le même niveau d'assistance. Donc, je m'en sers régulièrement. Le line departure fonctionne très bien. Le freinage d'urgence fonctionne très bien. Bon, je l'essaye des fois, parce que ça fonctionne quand même à une certaine distance, puis tu es capable de voir que ça marche.
Ouais, j'ai déjà essayé le même principe que dans l'autre véhicule, puis je n'étais jamais capable de le faire embarquer, puis j'avais tout le temps peur de rentrer derrière du véhicule qui me précède. Tu sais. Puis là, on le voit très bien que ça fonctionne, et que ça embarque d'avance. Effectivement. De mon côté, je l'utilise à tous les jours. Je fais 2 heures de route par jour. Fait que c'est certain que je l'utilise souvent. Évidemment, moi, ce que j'apprécie le plus du véhicule, c'est la possibilité de pouvoir retirer les mains du volant puis d'avoir un petit peu de capacité de garder sa voix pendant un certain moment avant de nous demander de retoucher au volant. Le véhicule, quand tu lâches le volant trop longtemps, j'imagine, comme les autres, il demande de toucher le volant, de vérifier que tu es toujours là. Mais tu sais, des fois, ça peut prendre sur une ligne droite. Je prends l'autoroute 35. Sur une ligne droite, ça peut prendre 1 minute et demie avant qu'il me le demande. Donc, ça me libère les mains, ça me permet de... C'est quand même long, si on compare avec d'autres modèles. Ça peut être plus long que ça. Là. Ça va dépendre du trafic, ça va dépendre de la route, le type de route. OK, donc il adapte son niveau à quel point il te demande d'être ça. Plus il y a de courbes, plus il te demande fréquemment de toucher au volant pour s'assurer que tu es bel et bien là. Sur les lignes droites, il est moins sévère à ce niveau-là. Donc, sur l'autoroute 20 dégagée Montréal-Québec, tu pourrais être assez longtemps. Ça peut être surprenant. Ouais. Le trafic, les routes carotteuses, les courbes, la vitesse. C'est des choses que j'ai testées avec mon Palisade, qui avait le même système. Par contre, ils l'ont mis un peu plus sensible que mon Palisade. Fait qu'ils ont peut-être un peu changé au niveau du software. Je suis d'accord avec ça, étant chez Hyundai puis ayant conduit des véhicules avec les moteurs à combustion interne chez Hyundai. Des fois, j'ai trouvé que mon véhicule était un petit peu trop sévère avec moi par rapport à d'autres versions. Plus sévère qu'avant. Ouais, définitivement. Mais mon Palisade, là, je l'ai pas vécu avec le Ioniq, mais j'ai pu faire une 25 minutes quasiment sans toucher le volant. Donc lui, peut-être que 5, 6, 7 minutes, là, ça m'arrive là, encore aujourd'hui. OK. Ouais. Évidemment, on ne peut pas parler d'auto électrique sans parler de ces éléments-là. On va les prendre en bloc, mais le premier, l'autonomie. Outre ce qui est annoncé, outre ce qu'on dit, et là, on le rappelle, vous avez eu votre véhicule au début de l'hiver ou un peu avant l'hiver, là, mettons en automne. Donc, vous avez vu l'impact du temps froid, même si cet hiver, on l'a eu pas trop difficile à date. Là. Ça donne quoi, test de la vraie vie, quand vous roulez avec votre véhicule en termes d'autonomie? Bon, aujourd'hui, c'est la pire température que j'ai eue à date depuis que je l'ai. Puis j'ai fait Candiac, Trois-Rivières, aller-retour. Il fait moins 15 environ aujourd'hui. Puis, j'ai fait aller-retour, on parle de 320. J'ai rechargé là-bas, mais j'ai fait... un 197 km d'autonomie à la température qu'il fait. À quelle vitesse sur l'autoroute? À 105. 3 personnes dans le véhicule, climatisation qui marche, puis les sièges chauffants qui fonctionnent, puis les gens étaient très à l'aise de se mettre confortable. Donc, ouais. Mais je suis parti en septembre avec un véhicule qui faisait 375 km. Ça a diminué tranquillement pas vite avec la température qui baissait. Donc, c'est légèrement en bas de 400 là, dans les bonnes conditions en été, quoi, 350. Cet été, dans les meilleures conditions, j'ai peut-être été capable de faire 375 à peu près pendant peut-être 3 semaines là, avant l'octobre arrive. OK. C'est à peu près même... J'ai frôlé le 400. J'ai frôlé le 400 de mon côté, 3,96, 3,97, quelque chose comme ça. Ça m'est arrivé de rentrer à la maison avec 1% et 2 km restants. Ouais, et puis, fait que je l'ai vraiment testé à ses limites. Et évidemment, c'est sûr qu'il y a tellement de facteurs qu'on connaît qui vont influencer l'autonomie. Donc, c'est certain que les conditions vont être changeantes, dépendamment s'il y a du vent, si on est plus pesant avec la pédale, évidemment. Toi, tu as une Advance, le moteur est moins puissant. C'est un moteur de 234 kW, si je ne me trompe pas. Exactement. Puis les batteries, c'est 77,4 kWh. Donc, et toi, sur ton modèle toi, tu as l'Advance, ouais, c'est ça. Exact. Et toi, tu as le modèle Performance, c'est un moteur de 320 kW. Donc, le moteur est plus fort. 320 kW, on parle de 429-430 force. Ouais. Puis un petit Moses de bouton qui est marqué de Bose dessus, que les gens qui ont ça aiment bien. On aime bien peser dessus. Donc, c'est sûr que je vais faire un peu moins de kilométrage que quelqu'un qui s'en sert pas. Ça peut être coupable entre ce que j'ai atteint et ce qu'il a atteint. Ouais. Effectivement. Il y a une explication pour tout. Ensuite, l'autre élément qu'il faut parler, c'est forcément la vitesse de recharge aux bornes rapides. On l'a dit d'entrée de jeu, c'est la plateforme GMP. Donc, on est avec une architecture à 800 volts. Donc, un peu comme la Ioniq 5, comme la EV6 de Kia, etc. Donc, on peut plus facilement aller chercher des puissances plus grandes. Qu'est-ce que ça donne comme performance? Puis, je vais te poser la question à toi, Francis, parce que tu as à la fois une Ioniq 5 qui est essentiellement le même type là, de plateforme.
C'est comparable à la Ioniq 5 en termes de performance de recharge. Quand tu branches les deux véhicules, vois-tu une différence entre les deux? Je vois pas vraiment de différence, pour être honnête. C'est vraiment le même temps de recharge. Là, à la maison, bon, je suis un petit peu, je suis pas nécessairement à jour. Là, j'ai une Flow G5 qui est 7.2 kW, qui est peut-être pas la plus adaptée pour mon véhicule parce qu'on parle d'une recharge qui peut prendre de 0 à 100, quelque chose comme 14 heures. Fait que c'est pas nécessairement adapté, mais c'est similaire pour les deux véhicules. Lors de plus longs voyages, récemment, t'es allé à Boston avec la GV60, puis on était sur une borne de 150 kW qui était partagée. Donc, il y avait un autre véhicule. Donc, c'était 75 kW de chaque côté. Puis, honnêtement, j'ai été vraiment surpris de la performance du véhicule. On est allé chercher quelque chose comme entre 74 et 76 kW. Puis, on a chargé de 18 à... Je pense 15 ou 18% jusqu'à 80% à peu près 25 ou 26 minutes. Quelque chose comme ça. Donc, relativement performant. Pas le temps de finir ton lunch. Si tu vas à un restaurant, ton véhicule est déjà chargé quand tu reviens. Évidemment, on limite ça à 80 sur les bornes plus rapides. Donc, au retour, vraiment, tu sais, ça empêche pas vraiment de fonctionner, là. Et tes expériences à toi? Même chose. J'ai descendu chez nos voisins américains à New York, puis j'ai cherché des bornes de 350 kW seulement. Et il faut comprendre qu'il ne livre jamais 350 kW. La borne livre, dans les meilleures conditions, 175-200. Par contre, le véhicule, la plateforme EGMP accepte 233 kW maximum. Donc, si on trouve une borne de 350, normalement, on devrait être capable d'avoir le maximum de capacité de la batterie à récupérer l'énergie. Puis là, on parle de 18 minutes pour de 10 à 80%. Et à 175 kW que j'ai eu, là, on n'était pas loin de ça. Je suis parti d'un 15% à du 80% en peut-être 22 minutes. J'ai le temps d'aller aux toilettes, chercher une bouteille d'eau, un sac de chips, puis tu fais comme il reste 4 minutes. Fait que c'est très rapide. Question peut-être un peu plus technique. Je ne sais pas si vous pouvez me répondre. La Ioniq 5 a eu des mises à jour logicielles qui permet de préconditionner la batterie en fonction d'une éventuelle borne de recharge. Donc, on punch dans le GPS qu'on s'en va à borne de recharge qui est dans, je ne sais pas, mettons 60 km. Et le véhicule va soit chauffer ou refroidir, mais l'hiver, il y a plus de chances que ça soit chauffé. La batterie, pour l'amener à sa température de fonctionnement idéale, pour que lorsqu'on va la brancher sur la borne rapide, on aille chercher le maximum. Les véhicules qui n'ont pas ça, quand la voiture est trop froide ou trop chaude, on va avoir des moins bonnes performances. L'ajout de cette fonctionnalité-là, ça donne vraiment, surtout avec nos climats ici, là, ça donne vraiment un gros plus au véhicule. Est-ce que la GV60 a ce système de préconditionnement-là? Absolument, il est disponible aussi. C'est le même fonctionnement. Donc, la seule chose qui est un petit peu, je dirais pas décevante, mais un peu particulière, c'est qu'il faut aller chercher vraiment la borne de recharge dans le GPS du véhicule. C'est la seule façon d'activer cette fonction-là. Donc, si on est un utilisateur de Waze ou de Google Maps sur notre Apple CarPlay ou notre Android Auto, il faut vraiment retourner au bon vieux GPS du véhicule qu'on utilise peu fréquemment de nos jours pour vraiment rentrer la borne de recharge. Et là, la voiture va comprendre qu'il faut qu'elle se préconditionne pour le faire si, évidemment, l'option dans le tableau de bord est activée. Donc, éventuellement, peut-être qu'on va pouvoir l'activer manuellement en disant « J'ai l'intention d'aller à une borne que tu ne vois pas nécessairement sur le GPS et que je n'ai pas rentré. » Mais pour le moment, c'est vraiment la seule façon de procéder. On approche la fin. Je veux quand même qu'on traite, on a parlé de vos deux véhicules, donc un a une Advance, puis l'autre a la performance. Grosso modo, si on veut mettre ça simple, c'est quoi la différence entre les deux en termes de ce que le véhicule fait ou a comme accessoire? Suspension. Donc, la performance, c'est une suspension ajustable électroniquement. Le système de son. Donc, on parle de 1400 watts pour la performance. L'autre, je ne me rappelle pas par cœur, mais il y a un peu moins de haut-parleurs. Les jantes, évidemment. Les jantes. La performance du moteur. Donc, on parle de 320 kW au lieu de 234. Donc, on tombe à 485 HP avec le bouton boost à 520 livres de torque. Donc, il y a une différence marquée là, pour la puissance, c'est sûr. Sinon, côté habitacle, on parle de plus silencieux. C'est-à-dire que l'habitacle du performance, il y a des vitres stratifiées aux 4 portes et il y a un système de cancellation de bruit externe. Donc, j'ai pas essayé l'Advance, mais pour la performance, pour ma part, c'est extrêmement silencieux. J'ai roulé sur l'autoroute avec un dBm, puis j'étais à du moins que 50 décibels. J'ai plus que ça dans ma cuisine chez nous.
Fait que c'est très c'est vraiment impressionnant. Puis il y a quoi, grosso modo, 8 000 $ de différence entre les deux moutons? Oui, c'est ça. C'est 72 000 et 80, je pense. Quelque chose comme ça. 79, 80, quelque chose. Oui, exactement. C'est ça. Excellent. Dernière question. Puis j'ai quasiment envie de te la poser à toi. Pourquoi prendre J'hésite entre la Ioniq 5, là, tout équipé, puis la GV60 de base, qui est, au final, en termes d'équipement, est moins équipée que la Ioniq 5 tout équipée, mais quand même plus cher. Ouais. Pourquoi je prendrais la GV60? C'est sûr que c'est une expérience différente. Genesis est allé chercher vraiment un côté plus luxueux avec une meilleure finition, puis un design qui est différent, puis une expérience qui est différente aussi. C'est sûr qu'il y a aussi l'expérience Genesis quand on va acheter le véhicule, qui est une expérience d'achat qui est tout à fait différente. Tu sembles d'accord avec ça, Patrick? Très pertinent. Là, vraiment. Toute la maintenance, la garantie est incluse pour 5 ans. Le service à domicile, donc j'ai déjà utilisé ce service-là. Donc, ils sont venus à la maison, ils ont laissé un véhicule de courtoisie, ils ont quitté avec mon véhicule, puis ils sont revenus le porter quand ils ont terminé les travaux. Donc, moi, je suis jamais quitté de la maison. Ça m'a pris 10 minutes de faire remplir un papier, même pas, 5 minutes. Puis j'ai continué à travailler. J'ai jamais perdu 3 heures de travail pour 3 heures et plus. Là. Et plus. Donc, je travaille dans un concessionnaire. Je peux vous dire que la perte de temps dans un concessionnaire, des fois, peut être quand même élevée. Puis c'est pas nécessairement... dépendamment de ce qu'on fait dans la vie puis à quel point on est occupé, c'est quelque chose qui peut être monnayable. De payer un petit peu plus pour avoir ce service-là, ça peut vraiment valoir la peine. De mon côté, c'est sûr que j'ai un billet. Je travaille pour la marque Hyundai. Donc, c'est sûr que j'ai 2 produits Hyundai à la maison. En ayant déjà une Ioniq 5 à la maison pour ma conjointe, c'était logique pour moi d'aller vers quelque chose un peu différent pour ne pas avoir 2 véhicules identiques à la maison. Puis c'est pour ça que j'ai opté pour le GV60. Mais c'est sûr que c'est 2 looks différents. Même si c'est la même plateforme, c'est 2 véhicules qui sont visuellement complètement différents. Mais l'expérience est un petit peu plus agréable avec le GV60. Puis c'est ce qu'on est allé chercher, là. Ben écoutez, messieurs, merci pour votre présence aujourd'hui. Je pense que ce qui est important de retenir, c'est que le modèle est peut-être un peu moins connu du grand public, mais ça vaut la peine peut-être d'aller faire un tour puis d'aller voir un peu ces bagnoles-là et de les envisager, évidemment, là, tout dépendant de notre budget, mais ça reste que c'est une voiture tout à fait extraordinaire à plein de points de vue et qui gagne à être connue, je pense. Donc, les gens qui sont intéressés à s'acheter un véhicule électrique soit de Hyundai ou qui aiment la Ioniq 5 en termes de fonctionnalité ou de features dans le véhicule, ben, vont retrouver ces features-là et plus dans une GV60 avec toute l'expérience que vous nous avez décrite. Donc, je pense que c'est quelque chose à considérer. Donc, Patrick Bénard, Francis Adam, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. La chronique de l'autre côté de l'Atlantique est une présentation des créations L'Escarmot. Jeux éducatifs et psycho-éducatifs pour vos besoins sur mesure. L'Escarmot, _mot sur Facebook. De l'autre côté de l'Atlantique, avec Cédric Ingrand. Alors, nous retrouvons avec grand plaisir notre ami et collègue Cédric Ingrand. Bonjour Cédric, comment ça va? Eh bien, écoute, le plaisir est comme toujours partagé, Martin. C'est un grand plaisir de te retrouver aussi.
Excellent. Écoute, t'as quand même des sujets assez passionnants aujourd'hui, mais un qui nous titille peut-être un peu plus, les échos qu'on a des intentions européennes face à l'interdiction des voitures à essence pour 2035. Ça sent le volte-face. Que se passe-t-il? Ah oui, on pensait que l'affaire était pliée. C'est-à-dire que, ça y est, l'Europe avait décidé que en 2035, il en serait terminé de la vente de voitures thermiques neuves. Pas de la fin des voitures thermiques, on va pas interdire les voitures qui roulent déjà. Non, et pas d'ailleurs interdire leur revente en modèle d'occasion. Non, la fabrication et surtout la vente de modèles thermiques neufs. À quelques exceptions près, il y avait des exceptions pour certaines voitures de grand luxe. En gros, l'idée c'était de laisser Ferrari faire encore quelques voitures. Bref, mais on pensait que l'affaire était pliée. Eh ben, on avait tort. Ça avait beau être passé au travers du filtre de la Commission européenne et du Parlement européen. Je vais pas te faire un cours sur les institutions européennes, mais évidemment, décider des choses à 27, c'est toujours un peu compliqué. Il ne manquait plus que le coup de tampon, l'imprimature du Conseil de l'Europe, qui est le Conseil des gouvernements. Et ben là, tout à coup, s'est formé ce qu'on pourrait appeler une sorte de front du refus, dans lequel on trouve pour l'essentiel des pays qui ont des fabricants, j'ai pas envie de dire nationaux, mais des champions nationaux qui sont des fabricants automobiles. Donc il y a l'Allemagne, l'Italie, aussi également la Pologne, la Bulgarie, l'Autriche, qui sont en train de dire une interdiction totale. Non, en fait, il faudrait peut-être adoucir un peu le texte. Alors évidemment, d'abord c'est scandaleux. Secondo, ça brouille le message. Et alors surtout, les moyens employés pour dire non, mais finalement, regardez, c'est pas grave, on va adoucir un peu le texte sont à la fois pas inintéressants, mais très étonnants. J'explique. Eux disent, non, finalement, on pourrait autoriser des nouvelles voitures thermiques à être encore vendues, mais en y donnant des conditions. La condition, ce serait que ces voitures roulent avec des carburants de synthèse, ce qu'on appelle des e-carburants, qu'ils décrivent comme des carburants de synthèse neutres en carbone, en fait un peu comme un peu comme on produit de l'hydrogène en faisant de l'électrolyse à partir d'électricité qu'on espère qu'elle est zéro carbone ou presque. Ce serait pareil, on produirait ces carburants de synthèse à partir d'un surplus d'électricité. Alors ça fait beaucoup de, comment on dit en français, assumptions, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est de suppositions. C'est ça. Ça fait beaucoup de postulats de départ qu'il va falloir remplir derrière. Et en fait, ça pose plus de problèmes que ça n'en résout, parce qu'évidemment, les gens disent, mais attends. Ce serait quand même des voitures avec un moteur thermique. Donc, en gros, si on met du carburant, de l'essence sans plomb dedans, ils vont continuer à rouler. Oui. Ah oui, alors il faudrait que ces voitures aient un détecteur qui les empêche de fonctionner avec autre chose que ces carburants qui n'existent pas aujourd'hui. Gros problème, la voiture elle est pas censée comprendre exactement d'où vient son carburant. Autre problème, mais il y a une litanie de choses qui font que ça pourrait ne pas marcher. Le prix, ces carburants, même dans le meilleur des cas, il resterait extrêmement cher à produire. On a un prix là qui on nous dit ce serait, si on le faisait aujourd'hui, on serait autour de 7 €, ce qui fait en gros une bonne dizaine de dollars canadiens au litre. Donc évidemment, le prix aux 100 km serait absolument terrible. Et puis surtout, quand on te décrit ces carburants comme étant des carburants propres, il faut y mettre 1, 2 ou 3 paires de guillemets, parce que ils seraient potentiellement plus propres au moment de leur production. Mais un carburant, quand on le brûle, ça je ne sais combien de... Enfin voilà, ça reste quand même un truc qui pue, quoi, dans l'ensemble. Ouais. C'est vouloir se donner bonne conscience et paraître plus vertueux que l'on l'est en réalité. Et puis ça brouille totalement le message. Ça peut laisser des constructeurs espérer que peut-être par vagues successives, parce que dans 5 ans, par exemple, on peut nous dire, bon, finalement, ce truc de carburant, c'est un peu compliqué. Peut-être qu'on pourrait faire ça uniquement avec des carburants, avec de l'éthanol, tu vois, issu des céréales, de l'agriculture, etc. Enfin bref, et revenir finalement à une position où on pourrait continuer à inventer, fabriquer et vendre des véhicules thermiques en 2035. Alors, le truc, c'est qu'évidemment, tout ce qui est excessif est insignifiant. Moi, ce que j'oppose à ce genre de choses, c'est de dire que d'ici là, le marché aura choisi. Je serais prêt quand même à parier pas mal que en 2035, on se retournera sur la situation d'aujourd'hui en disant, mais Dieu te souviens, quand on avait défini 2035 comme la fin des véhicules thermiques, à mon sens, ça va aller beaucoup plus vite que ça. Est-ce qu'on sait, au moment où on se parle, Cédric, quel pays de l'Union européenne
sont favorables à cette volte-face et, à contrario, quels pays sont pour le maintien ferme de l'interdiction pour 2035? Alors, la République tchèque, où on trouve entre autres un constructeur comme Skoda, qui appartient à Volkswagen aussi, a fait une réunion de ces pays, c'est-à-dire dans lequel on trouve l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, la Bulgarie, l'Autriche, et peut-être d'ailleurs aussi également la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie, qui aussi ont d'ailleurs des usines de voitures. C'est là par exemple que Renault fait produire ses flûte. C'est moi le français qui vais demander à un Canadien. C'est quoi la marque d'entrée de gamme de Renault? Dacia. Ouais. Voilà, qui fait d'ailleurs une petite électrique tout à fait remarquable, la Spring. Mais c'est confondant parce qu'évidemment on avait jusque-là une espèce de route tracée qui était claire, même si honnêtement on subodorait que le marché irait plus vite que la loi. Et là tout à coup ça jette le trouble sur pas mal de choses à un moment où les industriels, alors là je parle des fabricants automobiles, mais aussi des pétroliers par exemple, ont des décisions structurelles à prendre, parce qu'évidemment quand tu es, je sais pas, un Volkswagen, un Renault, un Stellantis, etc., les moteurs que tu vas développer dans les 10 ans à venir, bah ils commencent maintenant quasiment. Et pareil, si tu es, je prends Total Energy par exemple, eux ils sont en train de vendre, ils sont en train de mettre en vente 1600 grandes stations-service partout en Europe pour se préparer au début de la fin des voitures thermiques. Moi, je vois partout, quand je suis sur l'autoroute, des grands travaux dans les stations, soit pour rajouter vraiment des barres entières de chargeurs électriques, soit même parfois pour retirer des pompes pour les remplacer par des chargeurs, alors là, à haute puissance. Donc c'est un peu dommage de tout à coup brouiller le message et de laisser penser que on pourrait rester sur une sorte de status quo où chacun ferait un peu ce qui lui plaît. Une chose est sûre, ça fait pas avancer les choses. Tout à fait. Sur une note un peu plus positive, par contre, cette fois-ci, Volkswagen a annoncé l'arrivée d'une toute petite électrique qui pourrait quand même être relativement révolutionnaire si les prétentions de Volkswagen s'avèrent vraies. Alors c'est ça, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, mais on a envie de croire à Volkswagen quand il nous dit que sa ID2, on connaissait déjà la ID4, la ID3, etc. La ID2, c'est la plus petite, serait vendue sous la barre des 25 000 euros, ce qui est vraiment peu. Hein. C'est pour une électrique complète, je veux dire, avec une batterie, etc. Alors pour l'instant, ils l'ont montré, quelque chose qui est un peu au-delà du concept, avec assez peu d'informations. On n'a pas beaucoup de specs. Alors on a la longueur, la largeur, etc., l'empattement et le reste, mais il manque des trucs. Schématiquement, elle se situe un petit peu entre la Volkswagen Golf, dont elle s'inspire, mais attention, elle s'inspire de modèles plus anciens de la Volkswagen Golf, quand la voiture était un peu plus fine. Donc on est entre la Golf et la Polo, qui est la petite Volkswagen chez nous, pas la toute petite, mais la petite. Et mais la question, évidemment, tout le monde dit, mais alors comment vous faites? Parce que 25 000 euros, c'est quand même compliqué. C'est des prix qu'on retrouve, par exemple sur la Spring de Dacia, mais au prix d'une voiture assez low cost en dehors de son moteur et de sa batterie, alors que là non, ça a l'air ça ressemble à une petite Golf en fait, ça a l'air assez réussi. Il reste à voir si évidemment ils vont arriver à tenir le choc, parce qu'en plus on est quand même sur le fond d'une inflation assez effrénée chez nous. En France, on est à 6% cette année, des choses qu'on n'a pas vues depuis le début des années 90. Donc voilà, arriveront-ils à tenir 25 000 euros avant toute incitation, bonus écologique et tout le reste? Il reste à le voir. Et puis la question se pose toujours de savoir pourquoi un constructeur annonce si en avance ce qu'il va produire, peut-être en fait pour faire face à la désaffection sur le thermique, et pour rassurer sur le fait que les constructeurs seront capables de produire des voitures enfin électriques qui passent potentiellement dans les années à venir sous la barre des 20 000 euros, ce qui est vraiment le vrai gros défi aujourd'hui. Tout à fait, on vit exactement la même chose ici. Et finalement, Cédric, l'autopartage, qui est un sujet très chaud ici au Québec également, mais chez vous, une nouvelle bannière vient de voir le jour d'autopartage. Absolument. Circle, oui. C'est ça? C'est Circle? Oui. En fait, ça y est, on est en train de régler un problème qu'on a eu. Alors là, c'est même pas une info européenne, c'est une info purement parisienne. Pendant des années ici, mais il y a 10 ans et plus, on avait Autolib.
Autolib, c'était des voitures en autopartage. Alors c'était pas du free floating, on prenait pas la voiture n'importe où pour la remettre n'importe où, on la prenait à une station de recharge et on la rendait à une station de recharge. En gros, ta location s'arrêtait au moment où tu remettais la voiture en charge. Mais ça marchait bien, c'était pas très cher, tu pouvais faire des trajets, tu pouvais schématiquement traverser Paris pour 5 à 10 euros, c'était assez agréable, c'était très utile évidemment pour tous les Parisiens qui n'ont pas de voiture et c'est quand même la majorité. Et bon, ça fonctionnait pas mal. La voiture était plutôt bien, 4 places, enfin c'était assez agréable. Moi j'en ai utilisé beaucoup comme voiture de secours ou pour les jours où je venais en transport au bureau où je repartais en Autolib. Enfin, c'était vraiment chouette. Et puis ça s'est arrêté parce que c'était un gouffre financier pour l'opérateur et puis pour la mairie de Paris qui avait garanti les pertes et qui a perdu je sais plus combien, je crois que c'est des centaines de millions dans l'histoire. C'était pas une affaire commerciale terrible, c'était chouette en termes d'image et d'usage, mais pas commercialement, c'était pas ça. Donc ça s'est arrêté. Alors pour la petite histoire, ces centaines de véhicules ont pas été envoyés au pilon. On les retrouve, moi j'en croise régulièrement sur les routes parce certains ont été remis en vente et on pouvait vraiment les acheter à vil prix. Moi j'en ai vu qu'ils se vendaient à 5 000 euros ou moins, c'était extraordinaire. Et ouais, donc ça fait réfléchir, on se dit, mais attends, pour une deuxième petite voiture pour la maison, ce serait bien. Alors quand même, elles avaient un gros défaut, qui était un défaut alors là, purement technologique, c'est qu'elles utilisaient une technologie de batterie polymère qui n'a pas que des avantages, enfin qui était parfaite pour leur usage à elles, mais pas forcément pour un usage de tous les jours. En clair, c'est des voitures qui sont faites pour deux choses, soit pour rouler, soit pour être rechargées. Si vous la laissez à l'arrêt, pas branchée à une borne, la batterie se décharge toute seule. De tête, j'ai l'impression, je crois qu'elle se déchargeait toute seule en 24 heures, enfin quelque chose de ce genre. J'ai plus souvenir de sa capacité exacte, mais c'était un vrai problème. Accessoirement, les chargeurs consommaient pas mal d'énergie parce que juste pour la maintenir à son niveau d'énergie, même une fois pleine, tu consommais quand même 500 watts. Ça fait beaucoup pour une voiture qui est pas vraiment en train de charger. Donc voilà, il y avait ce souci qui expliquait d'ailleurs le vil prix auquel elles ont été revendues, mais donc on en voit quelques-unes sur les routes. Moi, à chaque fois que j'en vois une, j'essaie d'attraper le conducteur, mais c'est compliqué, j'hésite à leur couper la route pour dire oui, bonjour, Cédric Lagrange, je fais un podcast, expliquez-moi votre vie. Je pense que je vais me faire prendre pour un bizarre, mais je désespère pas, je vais finir par faire des appels au peuple. Ça, c'était le préambule. Maintenant, justement, ça y est, on va enfin voir des voitures spécifiquement pensées pour l'autopartage revenir non seulement à Paris probablement, mais dans les autres grandes villes et grandes capitales européennes. Tu l'as dit, ça s'appelle Circle. C'est un modèle qui rappelle, d'assez près en fait, la toute petite Citroën Ami. Et alors là aussi, petite particularité, ça vous avez pas ça, ce n'est pas une voiture. Enfin si, en fait c'est une voiture. Quand tu la regardes, il y a un volant, il y a 4 roues, des vitres, donc c'est une voiture. Mais réglementairement, c'est pas une voiture, c'est un quadricycle lourd. Je crois que ça tient à la largeur. Ça c'est comme quand on s'est mis à faire des scooters à 3 roues qui n'étaient pas vraiment des scooters. Il n'y avait pas besoin de permis moto pour etc. Bon, pareil. Ce qui permet d'ailleurs à la Citroën Ami d'être conduite chez nous par des jeunes à partir de 14 ans, exactement comme une petite mobilette ou petit scooter électrique. Ça a été présenté. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un fabricant qui va opérer le service. Non, le fabricant, lui, il le présente au bénéfice d'opérateurs d'autopartage en tout genre, enfin ou de partage de petites trottinettes, enfin de ce genre de choses. C'est-à-dire chez nous, il y a Lime, il y a Bolt, il y a Tier. Des marques bien françaises, comme tu peux l'entendre, qui d'ailleurs ont déjà commandé 4500 exemplaires du véhicule. Donc ça y est, on va revoir arriver dans Paris des systèmes assez simples d'autopartage, à la fois bien conçus en termes évidemment d'efficacité énergétique, et puis aussi des petites voitures pour se faufiler dans la ville, ce qui, pour avoir traversé aujourd'hui Paris de part en part, je peux te garantir que c'est une bonne idée. Compte tenu de leur statut de quadricycle lourd, Cédric, est-ce que c'est des véhicules qui peuvent quitter les milieux urbains pour aller sur les autoroutes, par exemple? Est-ce qu'on sait la vitesse que ça peut... Non, hein? Alors, le repère que j'ai sur la vitesse, c'est que la Citroën Ami peut atteindre 45 km/h. Oh, OK. Donc, on est vraiment dans le stade. On va pas aller très loin. J'hésiterais même, d'ailleurs, je suis même pas certain que ce soit autorisé, je pense que c'est interdit, à la prendre sur le périphérique parisien ou ailleurs. Mais il faut imaginer, cette voiture, elle pèse 450 kilos. C'est vraiment, vraiment pas lourd. On peut quand même faire des bêtises avec, hein. Moi, sur la Citroën Ami, j'ai vu une vidéo ce week-end d'un jeune homme qui est allé la conduire sur les routes de Monte-Carlo à Monaco et qui s'est amusé à vouloir reprendre des portions qui en fait servent aussi au circuit de Formule 1 et il a pris une grande boucle sur le côté
à fond, entre guillemets, à 45, il a quand même réussi à retourner la voiture. Bravo, jeune homme. Aïe, aïe, aïe. Donc on peut quand même faire des bêtises. Non, c'est vraiment des citadines qui sont faites pour rouler dans la ville. Moi, pour avoir roulé en Citroën Ami dans Paris quand ils l'ont lancé, c'est vrai que c'est un vrai plaisir. Et puis surtout cette voiture qui fait pas beaucoup de bruit. Alors c'est pas un inconfort terrible, c'est très plastique, c'est pas très bien sonorisé, c'est pas très bien isolé de l'extérieur. Quand il fait froid dehors, il fait froid dedans. Mais ça atteint l'objectif visé. Ouais. L'idée, c'est d'arriver à remplacer des deux roues thermiques ou électriques d'ailleurs, qui sont forcément nettement moins sûres en cas de choc. Cédric, ce fut encore un plaisir et laisse-moi te dire que les paris sont ouverts la prochaine fois où on va se parler. Il se pourrait que nous n'ayons plus de neige au Québec. Il se pourrait. Non. Il se pourrait. On a quelques mois dans l'année où il n'y a pas de neige et si je regarde là, depuis 2-3 jours, c'est autour de 0, +2, un peu de pluie, ça fond. On peut espérer revoir de la pelouse un jour, donc qui sait? Tu sais que je viens de voir dans 2-3 semaines. Je sais. D'ailleurs, on va essayer de... Je ne vais pas avoir besoin de rouler sur la neige. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ça pourrait, ouais. Tu risques d'être en dehors de la grosse saison de neige, on te le souhaite. Cédric Ingrand, ce fut un plaisir encore une fois de t'avoir avec nous. Merci Martin, à bientôt. Vous œuvrez dans l'entretien de parc, la livraison de colis, le secteur industriel, les fermes ou le monde municipal? Vous utilisez des véhicules utilitaires à basse vitesse? Grâce à Cubex Équipement, vous avez accès au Max EV pour répondre à vos besoins. Le Max EV est un camion utilitaire robuste, 100% électrique, dans la catégorie des véhicules à basse vitesse pour lequel vous pouvez avoir une autonomie allant jusqu'à 195 km. Les avantages d'un camion utilitaire électrique sont grands. Coût d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt et des coûts d'entretien fortement réduits. À ça, bien sûr, on ajoute le fait qu'aucun gaz à effet de serre n'est produit pendant son utilisation. Le véhicule est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux 4 roues et de freins à disque hydraulique. Il possède une vaste liste d'accessoires, dont le chauffage et la climatisation. Que vous le vouliez avec une boîte ouverte, une benne basculante, une boîte cargo ou muni d'un porte-échelle, Cubex Équipement saura vous fournir le modèle de Max EV qui vous convient et qui saura faciliter votre travail. Le Max EV est d'ailleurs éligible à la subvention du programme Éco-camionnage du ministère des Transports qui peut vous remettre un montant allant jusqu'à 12 500 $. Avec cette aide gouvernementale supplémentaire à l'achat, ainsi que les économies substantielles de carburant, vous économiserez ainsi pour les 10 prochaines années, tout en participant à la transition énergétique du Québec. Pour plus de renseignements, visitez le www.cubexltee.com ou téléphonez au 1-800-GO-CUBEX. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Tous les détails et les informations d'inscription sont dans la section événements et calendrier du site web de l'AVEC. L'AVEC, le club à la cabane à sucre, c'est le 25 mars 2023 de 15h à 20h. C'est à la cabane à sucre Érabilis. C'est à North Atlee. Kiosque virtuel le 27 mars 2023 ou alors que des panélistes seront sur place pour répondre à vos questions avec des experts en voitures électriques. Le relais électrique débarque au Salon du véhicule électrique Loisirs électriques de l'Outaouais. C'est du 31 mars au 2 avril au complexe Branche-aux-Brières sur la rue, sur le boulevard Labrosse, à Gatineau. Le relais électrique débarque au Salon national de la femme de Montréal. C'est du 14 au 16 avril au Palais des Congrès de Montréal. Le relais électrique débarque au Salon des véhicules électrique de Montréal. C'est du 21 au 23 avril au Stade olympique. Et finalement, il y aura une conférence au studio de la Bibliothèque multiculturelle de Laval, dis-je, le 20 juin à 19h30. C'est au studio de la Bibliothèque multiculturelle sur le boulevard Chaumédé. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire aujourd'hui Patrick Bénard, Francis Adam, Stéphane Levert et Cédric Ingrand.
À la recherche, Martin Archambault et Stéphane Nevers. Merci à nos chroniqueurs Stéphane Nevers, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Nicolas Lambert. Communication Marie-Hélène Hamelin, thème musical François Viau, Luc Poirier, Marie-France Falardeau, réalisation et production Les Studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydro-Solutions, Précision PPF Vitres teintées, Cubex Équipement, Fils électrique Bourgeois Chevrolet et l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Pour information sur le balado, vous pouvez écrire à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes au archives.silenceonroule.com et finalement, vous pouvez laisser un message sur notre boîte vocale au questions.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.